Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Tout de suite, cap sur l'Inde où le président russe Vladimir Poutine est en visite officielle, accueilli avec les honneurs par le Premier ministre indien Narendra Modi. Cette visite, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre, bien sûr, indien Narendra Modi se sont entretenus vendredi à New Delhi dans le cadre de ce sommet orienté sur le commerce, sur la paix, sur les sanctions également visant la Russie. Les deux dirigeants vont également évoquer des questions relatives à l'économie, mais également à la diplomatie. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir avec nous, Hichem Lamissi, géopolitologue, professeur de relations internationales à l'Université suisse UMEF, est avec nous. Bonsoir Hichem et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va dire un sommet très important, Russie-Inde, un sommet aussi important dans le sens où, bien sûr, ça réunit deux membres de ce qu'on appellerait les BRICS. C'est un sommet important, mais en quoi est-il important, Hichem Lamissi, aujourd'hui, dans une conjoncture géopolitique assez délicate, assez tendue parfois, surtout que les deux pays ne sont pas rien, c'est-à-dire qu'ils font partie du regroupement du BRICS aujourd'hui. Quel serait l'enjeu de cette rencontre, si on peut l'appeler ainsi? Alors, les enjeux sont nombreux. Et j'allais dire qu'au-delà des enjeux, cette rencontre, elle symbolise surtout, en fait, et de façon assez parfaite, si j'ose dire, ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire le grand basculement géopolitique, eh bien, qui voit la réalité en fait de puissances émergentes des pays notamment du BRICS, qui justement entretiennent et développent bien des relations privilégiées et qui se détachent en fait de cette domination des pays du Nord, des pays occidentaux. Alors les enjeux sont multiples, on a évidemment des enjeux stratégiques et politiques pour lesquels on voit se consolider donc la relation entre l'Inde et la Russie, notamment sur un volet qui est important, c'est le fait que cette rencontre vient envoyer un message, notamment aux États-Unis, pour dire que l'Inde, qui a fait l'objet de pressions très importantes du fait qu'elle continue à commercer avec la Russie et qu'elle sert en quelque sorte aussi d'intermédiaire pour l'écoulement des hydrocarbures russes et notamment du pétrole russe, eh bien, vient envoyer un message aux États-Unis qui est de dire que l'Inde ne cède pas en fait à ce chantage, à ces pressions, dans un cadre, à une situation où l'Inde aujourd'hui importe environ 36% du pétrole produit par la Russie, donc ce qui est quand même quelque chose de considérable, et avec une dimension en fait qui est destinée à la consommation interne et qui contribue à l'effort économique indien. Il faut voir que l'Inde aujourd'hui est le pays qui a la croissance économique la plus forte, environ 7% de croissance, avec une dynamique qui est confirmée depuis plusieurs années. Il faut dire plus globalement que tous les pays qui n'appliquent pas les sanctions avec la Russie et qui commercent avec la Russie ont tous un taux de croissance qui dépasse les 5%. Donc c'est assez ironique de voir cela. Mais au-delà de ça, eh bien, la Russie vend un certain nombre de produits à l'Inde, notamment de produits militaires, si j'ose dire, donc des avions, Sukhoi 35, des missiles S-400. Il y a aussi un co-développement dans les systèmes d'armes utilisés par l'Inde, notamment au niveau balistique. Les fameux missiles BrahMos sont développés en réalité avec les Russes. Donc on a un partenariat stratégique qui est quand même très poussé dans le domaine satellitaire également. Et puis l'Inde et la Russie, chacun en fait utilise l'un et l'autre ce partenariat pour avoir une espèce de contrepoids vis-à-vis de la Chine en Asie, qui est quand même la puissance dominante, et en même temps au sein des BRICS pour réaffirmer en fait et dépasser l'idée que les BRICS seraient exclusivement dominés par la Chine ou face entre guillemets eh bien un élément qui soit centré surtout sur le duo Chine-Russie.
Et donc, on voit vraiment que ce partenariat et cette rencontre, elle est particulièrement cruciale. Et au-delà de tout ce que je viens de dire, montre tout simplement qu'aujourd'hui, les puissances dominantes ne sont plus seulement situées au nord, ce sont plus simplement les États-Unis, ce sont également ce qu'on appelait les puissances émergentes et tous ces pays des BRICS qui aujourd'hui comptent beaucoup dans l'économie mondiale et dans la recomposition géopolitique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on va se poser quand même les questions. Aujourd'hui, Poutine a été quand même reçu en grande pompe, lui, sur lequel donc il serait plus prudent de ne pas se déplacer. Et en dépit de cela, il s'est quand même rendu officiellement en Inde. Il a été reçu de manière très royale. Est-ce qu'on peut dire que la façon avec laquelle il a été reçu, justement, atteste des rapports très privilégiés que les deux pays entretiennent? Oui, en la matière, et c'est une évidence, la façon dont le président russe Vladimir Poutine a été reçu par le Premier ministre indien Narendra Modi exprime beaucoup de choses, énormément de choses. Déjà en termes protocolaires, le fait de le recevoir au pied de l'avion, alors oui, que théoriquement il devait attendre déjà sa venue sur le tapis rouge, indique déjà, et on voit un message du fait que l'Inde donne beaucoup, accorde beaucoup dans cette relation privilégiée avec la Russie, et ce pour de multiples raisons, telles que je viens évoquer. C'est une forme de pied de nez déjà à l'égard des États-Unis qui ont mené une politique de pression à l'égard de l'Inde. Ce qu'il faut regarder également, c'est que la Russie compte beaucoup dans l'effort de développement indien actuellement. Une grande partie de la croissance économique indienne, elle est due en fait au surplus de compétitivité qui lui est apporté par l'accès à une énergie très bon marché. Il faut savoir que la Russie aujourd'hui vend son pétrole environ 30 à 20% à un prix inférieur au prix du marché actuellement. Donc c'est quand même un élément considérable pour l'Inde et qui compte énormément, d'autant que l'Inde revend une partie de ce pétrole à l'Europe et se fait une marge bénéficiaire particulièrement importante. Ce qu'il faut regarder également, c'est que la Russie vend une partie de son pétrole en devise indienne, la roupie, bon, avec une répartition qui est moins importante qu'auparavant du fait que aujourd'hui les banques russes croulent sous les roupies, ils ne savent plus trop quoi en faire parce qu'on est dans une relation économique qui est asymétrique en ce sens où la Russie vend beaucoup à l'Inde et l'Inde n'a pas grand-chose à vendre aux Russes pour le moment en dehors de certains produits pharmaceutiques, certains produits alimentaires agricoles, fruits exotiques et autres, et que les Russes essayent de se débarrasser un petit peu de leur roupie en proposant notamment aux Russes d'aller voyager en Inde, mais on est dans une relation asymétrique et qui fait donc que cette volonté de dédollarisation, elle est un peu remise en question, même si la Russie accepte les achats de pétrole et autres produits industriels et ainsi qu'armements en monnaie chinoise, donc le renminbi, donc le yuan, mais également en dirham émirati, pardon. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui participe malgré tout de la dédollarisation avec véritablement quelque chose qui était assez inattendu avant l'irruption de la guerre en Ukraine. Et pourtant, il y a eu des mises en garde quand même pour l'Inde de la part de Washington. Et justement, l'Inde en ce moment entretient des relations assez, disons, difficiles avec les États-Unis, qui a fait quand même des impositions allant jusqu'à 50% en parlant, par exemple, des mesures tarifaires et a mis en garde justement contre cette exportation ou importation du pétrole aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Inde, en se penchant comme ça aussi ouvertement vers la Russie, ils ont toujours entretenu de bonnes relations, il faut dire aussi, peut s'attirer la foudre de Washington qui pourrait peut-être y voir une sorte de provocation? Alors oui, les États-Unis peuvent interpréter cette rencontre comme une forme de provocation. Moi, je la regarde tout autrement. C'est tout simplement une réaffirmation de souveraineté de l'Inde. Il faut regarder qu'à travers la séquence que nous avons vécue avec ces espèces de menaces du président américain Donald Trump sur notamment la taxation tarifaire des importations indiennes, c'est quelque chose qui a été très mal vécu en Inde. Et il faut voir que la population indienne, l'opinion publique indienne, est encore beaucoup plus remontée que son premier
Premier ministre et a même appelé à travers des manifestations, certaines étaient même vraiment spontanées, à une rupture des relations avec les États-Unis parce que Trump, en menaçant sur les questions tarifaires, a touché quelque chose de particulièrement sensible, en fait, vis-à-vis comment dirais-je, des États de l'Inde, en ce sens où, à l'époque coloniale britannique, au moment où la Grande-Bretagne colonisait le Royaume-Uni, l'Inde, pardonnez-moi, oui. Eh bien, il s'est trouvé que la question tarifaire a été utilisée par les Anglais pour briser, en fait, toute l'industrie textile indienne, qui à cette époque était l'industrie textile dominante. Et on se retrouve dans une situation qui ressemble à une espèce de réminiscence coloniale qui a heurté les Indiens et qui va au-delà de la question simplement de l'intérêt économique. Et cet élément symbolique n'a pas été compris par Trump, qui manifestement n'est pas très bien conseillé. On ne doit pas lire forcément tous les mémos qu'il reçoit de son cabinet. Et je crois que là, il faut comprendre que dans les relations internationales aujourd'hui, la question du respect, notamment la question du respect des pays dits émergents ou des nouvelles puissances géopolitiques, eh bien, c'est quelque chose qui est très important, qui a beaucoup joué dans cette volonté, au contraire, de renforcer le partenariat avec la Russie. Puis un élément aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que entre les États-Unis et la Russie, si les Indiens devaient faire un choix, il faut regarder que 70%, 80% des systèmes d'armes utilisés par l'armée indienne sont de production russe. Donc, on ne peut pas se passer de ça, particulièrement dans la situation de conflictualité avec le Pakistan. Oui. D'autre part, lorsque vous êtes un acteur rationnel, vous faites plutôt confiance à l'acteur cohérent qui va être dans la continuité plutôt qu'un acteur versatile qui, un jour, est prêt à négocier avec vous, est prêt à s'allier avec vous, puis demain remet en question les accords qui ont été signés. Et là, je parle des États-Unis, des pays occidentaux plus globalement, et vous comprendrez que pour l'Inde, il est beaucoup plus intéressant d'entretenir une relation poussée, cohérente, sûre, avec un allié sur qui on peut compter, plutôt qu'une puissance qui, du jour au lendemain, peut changer d'avis, changer de politique. Et c'est exactement la même chose qui se déroule également dans la relation entre l'Inde et la Chine, parce qu'on met en opposition beaucoup l'Inde et la Chine. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que si les Indiens doivent choisir entre la Chine et les États-Unis, ils vont choisir la Chine, parce que c'est un acteur beaucoup plus rationnel, qui s'inscrit beaucoup plus dans la durée, auquel, paradoxalement, on peut faire beaucoup plus confiance que les États-Unis. C'est vrai que finalement, l'Inde reste quand même un des partenaires très fiables pour la Russie et vice-versa, même s'il y a eu les derniers temps, et on l'a vu par exemple l'été dernier, un rapprochement avec la France, parce que l'Inde cherche quand même à diversifier, si vous voulez, ses partenaires économiques. C'est un petit peu ce qu'a déclaré le Premier ministre indien. N'empêche que la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce qui dérange réellement aujourd'hui? Pourquoi cette visite est tellement médiatisée du point de vue occidental? Qu'est-ce qui dérange? Est-ce que le fait de faire partie, par exemple, du BRICS est pour quelque chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que ce sont des pays quand même qui sont beaucoup plus proches dans les échanges entre la Chine, l'Inde, entre l'Inde et la Russie et vice-versa? J'ai envie de dire, c'est un peu le logiciel intellectuel. En vérité, on a aujourd'hui, chez la plupart des élites occidentales, une véritable difficulté à accepter le monde dans sa diversité, dans sa complexité. En Occident, aujourd'hui, l'impression que je vous partage, c'est que nous avons vraiment une vision qui est particulièrement manichéenne, c'est-à-dire le bien, le mal, des alliances exclusives ou bien des inimitiés qui nous poussent au conflit, et sans arriver à comprendre à un moment donné qu'il y a quelques modèles qui peuvent être différents, liés dans l'idée qu'on puisse plutôt raisonner en termes de consensus, qu'on peut discuter avec des puissances tout en discutant avec d'autres puissances qui seraient un petit peu opposées ou concurrentes, sans qu'il y ait quelque chose d'anormal. Et en ce sens, l'Inde est l'un des pays champions en la matière, présente souvent l'Inde du point de vue diplomatique autour de la notion de multi-alignement stratégique, c'est-à-dire le fait que l'Inde réussit à tisser un système d'alliance avec des puissances ou des pays qui pourraient être présentés comme des pays en opposition. Mais en soi, c'est quelque chose d'extrêmement logique. Si une puissance veut profiter au maximum des opportunités qui peuvent lui être présentées sur la scène internationale, la meilleure façon d'y arriver, c'est de jouer un petit peu le jeu des enchères.
faire monter les enchères à chaque fois et de négocier sur chacun des sujets stratégiques. Et donc, l'Inde est capable de discuter avec les États-Unis et de réfléchir à des partenariats poussés avec les États-Unis dans le domaine industriel sur d'autres types d'investissements, par exemple, et surtout l'accès au marché américain, c'est plus important pour l'Inde, et en même temps traiter avec les États-Unis dans le cadre d'une alliance stratégique, notamment au niveau militaire ou spatial, eh bien, tout simplement parce qu'elle y trouve son intérêt. Et ça, les Occidentaux ont beaucoup de mal à le comprendre. En fait, ils continuent à regarder le monde comme ils le regardent eux, c'est-à-dire une façon de voir le monde totalement dépassé, qui s'inscrit dans une logique mortifère et guerrière, et qu'en réalité, le reste du monde ne comprend plus et ne cherche en vérité plus à comprendre, parce que ça nous a menés dans ces logiques de guerre éternelle et infinie, telle qu'on la voit en Ukraine, alors qu'on a très clairement un rapport de force qui nous dit que la Russie a gagné la guerre, puis l'Europe et certaines élites occidentales qui veulent continuer coûte que coûte au risque de la destruction complète et totale du continent européen. Très bien, Hichem. Alors, c'est vrai que lors de cette rencontre, des questions sur le plan économique ont été discutées. Cela en dehors du fait qu'on sait très bien que, par exemple, l'Inde est considérée comme une puissance nucléaire. En matière d'armement, elle produit elle-même ses armes, même si elle a besoin également de se référer à la Russie. D'autre part, il y a également la question du pétrole. Vladimir Poutine a dit que nous continuerons à vendre du pétrole donc pour l'Inde. Certains pourraient voir dans ces déclarations une sorte de défi lancé, peut-être comme on appellerait des messages lancés à ses adversaires. Mais faut-il voir à chaque fois qu'il y a un rapprochement entre des pays tels que la Russie ou des pays qui pourraient bien sûr deviser avec la Russie, faut-il voir ce genre de visite toujours par un prisme européen? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être dépasser justement, je dirais, ce regard posé sur certaines relations qui pourraient sortir du cadre conventionnel? Oui, vous l'avez très bien décrit. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une logique qui est celle de la multipolarité et que je présente en fait tout simplement comme la gestion des relations entre les différentes puissances et les différents pays qui composent le monde, tout simplement. Et en soi, c'est ce que devrait être le fonctionnement du monde, un petit peu à l'image de ce qui était à l'esprit de ceux qui ont mis en avant, au moment de sa création, l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire un forum, un espace de discussion dans lequel on peut discuter chacun de nos problèmes, de nos difficultés, de nos objectifs, de nos ambitions. Et aujourd'hui, c'est ce que met en avant ce que mettent en avant la plupart ou les puissances en réalité émergentes, globalement, on le retrouve à l'intérieur des BRICS, au sein de l'OCS, et que n'arrive pas à comprendre l'Occident. En réalité, dans ce cadre-là, c'est vraiment le monde occidental qui intellectuellement est totalement largué. Vous savez, très longtemps, pendant la période coloniale, les Occidentaux ont toujours mis en évidence un espèce de discours qui était celui de la mise en avant d'une supériorité civilisationnelle, d'une supériorité technologique, d'une supériorité intellectuelle des nations du Nord, des peuples blancs sur le reste du monde. Force est de constater aujourd'hui qu'en la matière, les choses se sont inversées et on peut parler réellement d'infériorité absolument cinglante du monde occidental en matière de sagesse diplomatique et dans la façon de régler les problèmes. On a vraiment l'impression aujourd'hui, lorsqu'on regarde un certain nombre de dirigeants occidentaux, d'avoir affaire à des petits-enfants en train de se chamailler dans une cour de récréation et incapables, en fait, à un moment donné, de s'accorder, de discuter de façon civilisée. Et ce spectacle est absolument affligeant. Oui. Alors, on va dire que certains, ou cette visite peut, si vous voulez, donner à réflexion, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il y a 3 axes principaux, à savoir le pétrole, à savoir l'armement, et ça c'est très important. Et puis il y a le commerce, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors finalement, quelles sont selon vous, Hichem Lamisi, les lectures que nous devrions faire de cette visite, si tel est le cas? Et puis surtout, il y a beaucoup de messages que cette visite finalement diffuse.
Alors, il y a plusieurs messages, hein, et dans les segments, les secteurs que vous avez évoqués, il y a encore d'autres éléments. On peut parler aussi de l'industrie nucléaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, possiblement, l'Inde devrait devenir le premier marché mondial, entre guillemets, dans l'acquisition d'infrastructures nucléaires, c'est-à-dire de centrales nucléaires. Je n'ai pas le nombre précis qu'envisage de développer l'Inde, mais vous comprenez que pour un pays d'1,4 milliard d'habitants, quasiment 1,5 milliard d'habitants, le pays le plus peuplé de la planète, les besoins en production électrique sont très importants et il y a une énorme pression aujourd'hui autour de l'Inde sur ce marché, et aujourd'hui c'est la Russie qui tient la corde, hein. On a déjà un projet de centrale nucléaire qui a été mise en avant par les Russes en Inde, et il faut imaginer que dans les années qui viennent, eh bien, la Russie et notamment le consortium Rosatom soit véritablement l'acteur de la nucléarisation, je parle de nucléaire civil, de l'Inde en la matière. Ce qu'il faut regarder, je pense, ce qu'il faut comprendre du message fondamental de cette rencontre, c'est tout simplement que le monde est en train de changer et que les puissances que l'on qualifiait d'émergentes sont aujourd'hui en train de s'autonomiser et d'officialiser en quelque sorte le cadre de la multipolarité dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous vivons en quelque sorte quelque chose qui pourrait être une espèce de retour des empires, hein, sur la scène historique, et la rencontre entre Poutine et Modi vient le rappeler, c'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui deux dirigeants majeurs, qui ne sont pas des dirigeants occidentaux, se rencontrer, mettre en avant des partenariats économiques, stratégiques de tout premier plan, et discuter aussi de l'avenir du monde, parce que dans les discussions entre Modi et Poutine, il est aussi question de l'Ukraine, hein. Il faut savoir que l'une des dernières visites réalisées par Poutine avant l'invasion de l'Ukraine de 2022, la guerre en Ukraine de 2022, que les Russes appellent l'opération spéciale, eh bien, Vladimir Poutine avait rencontré en personne Modi et avait évoqué en fait ce scénario d'attaque sur l'Ukraine sans donner tous les détails et précisions, et qu'aujourd'hui la Russie se tourne également en direction de l'Inde pour réaffirmer ou profiter d'un soutien renforcé de l'Inde pour aider en fait la Russie dans son processus de négociation à la fois avec les Américains et indirectement avec les Ukrainiens. Et ce point il est important parce qu'il permet de dire que l'Inde également a son mot à dire sur cette crise internationale, qui est une crise européenne, mais qui est aujourd'hui devenue une crise mondiale, notamment à travers ses conséquences indirectes, en particulier pour l'Inde sur le cours et le prix des céréales. Ben justement, c'est pour ça que l'Inde également est critiquée pour ses positions, disons, pas assez franches. C'est pour reprendre un petit peu, si vous voulez, les médias européens qui n'ont trouvé ou qui ont jugé que l'Inde n'avait pas vraiment pris de position ou une réaction franche concernant la question ukrainienne. Mais aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire, c'est que lorsqu'on voit que cette visite revêt donc un intérêt ou une importance particulière aujourd'hui, dans le sens où ce rapprochement n'est peut-être pas des plus apprécié de certaines parties. Est-ce que finalement, on a peur que, si vous voulez, cette union entre, par exemple, la Russie, l'Inde ou la Chine, ou ces pays du BRICS, comme on les appelle, et comme il est dit, aujourd'hui ne servent à contourner, justement, parce qu'on a cherché à contourner cette route qu'on appelle la route de la soie aujourd'hui? Oui, effectivement, il y a une dimension géopolitique qui est très importante, qui est liée justement au projet BRI, un Belt Road Initiative, hein, ce projet Une route, une voie, qui cherche à interconnecter en fait la Chine et l'Europe à travers l'Asie centrale et d'autres régions du monde dans un projet qui est le plus grand projet infrastructurel de toute l'histoire de l'humanité, qui est porté par la Chine, hein. C'est un projet à 2000 milliards de dollars, hein. Même quelque chose de particulièrement considérable, et les pays occidentaux, les États-Unis et notamment et l'Europe, ont essayé de mettre en avant une espèce de projet concurrent appelé IME, Inde, Moyen-Orient, Europe, qui a une espèce de route concurrente qui rallierait en fait l'Inde, les pays du Golfe, Oman, l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, puis l'Europe. Alors, on n'est pas dans le même ordre de grandeur, si j'ose dire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Inde participe à ce projet sans se fixer de limites dans ses relations avec les autres pays des BRICS, notamment la Russie et la Chine. Et
Et c'est ça, en vérité, qui est le plus important et qui est de loin le plus intéressant à mes yeux, c'est que le fait que le monde a changé et que lorsqu'on parle, par exemple, de la vision que l'Inde porte sur l'Ukraine, moi j'ai envie de vous poser la question, mais pourquoi l'Inde devrait apporter plus d'importance dans sa compréhension des choses à la guerre en Ukraine, alors qu'elle-même est en conflit larvé avec le Pakistan, et parfois ouvert, comme on l'a vu il y a quelques mois, alors même que l'Iran, presque voisin, est confronté à une situation de guerre avec Israël, qui a un certain nombre de points de conflit au Moyen-Orient, alors même que l'on a au Congo, dans la région du Kivu, un conflit avec plus de 6 millions de morts depuis 20 ans, c'est beaucoup plus que ce qui se passe en Ukraine. Vous avez un génocide à Gaza, vous avez une guerre au Soudan avec 300 000 à 400 000 morts. Pour quelles raisons la guerre en Ukraine devrait-elle être plus importante? Parce que ce sont des Blancs, parce que ce sont des Européens? C'est ça la véritable question. Merci beaucoup. C'est insupportable pour les penseurs intellectuels indiens. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir résumé la situation, Hichem Lahmissi. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université suisse UMEF. Merci, au revoir. Je vous en prie.